Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Donald Trump a mis ses menaces à exécution et a annoncé la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine. Au pied du mur, Volodymyr Zelensky propose une trêve dans les airs et en mer et se dit reconnaissant de l'aide américaine. Le président ukrainien affirme être prêt à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher d'une paix durable et à signer un accord sur les minerais. Dans ce contexte, l'Union européenne annonce un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Ukraine. Sommes-nous à un tournant dans la guerre en Ukraine? On en parle avec Nabil Adel. Vous êtes analyste en géopolitique. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, une trêve dans les airs et en mer. Volodymyr Zelensky, est-ce qu'il est aujourd'hui en train de céder face à la pression américaine? Alors, juste avant de répondre à la question, il faut tracer le contexte. Qu'est-ce qui est demandé à Zelensky pour qu'on comprenne un petit peu l'étendue de ce qu'il est prêt à faire ou à ne pas faire. Alors aujourd'hui, le deal en guillemets proposé par les États-Unis, c'est de céder ou de reconnaître les territoires conquis par la Russie, donner que l'Ukraine cède une partie de ses minerais ou l'essentiel de ses minerais aux États-Unis en contrepartie d'une poursuite de l'aide militaire, mais pas dans un sens offensif. Alors, ce à quoi Zelensky répond oui, mais il ajoute une condition, celle que les États-Unis garantissent la sécurité de l'Ukraine, que la Russie, une fois l'accord signé, ne s'engage pas dans une nouvelle agression territoriale. C'est le point d'achoppement entre les deux. Les États-Unis ne veulent pas donner pareille garantie et l'Ukraine l'exige avant de signer tout accord de paix. Pourquoi? Parce que l'Ukraine rappelle qu'il y a eu les accords de Minsk I et de Minsk II qui n'ont pas été respectés par la Russie et qui a agressé l'Ukraine. Et puis avant ça, les accords de Budapest qui permettaient à l'Ukraine de se dessaisir de son arsenal nucléaire en contrepartie d'une protection occidentale, principalement américaine et anglaise. Donc, suite à ces deux accords non respectés par la Russie, l'Ukraine aujourd'hui demande des accords ou des garanties au moins qu'il n'y ait pas de nouvelle agression. Voilà, et c'est ça que les Américains ne veulent pas signer. Et d'ailleurs, si vous remarquez lors de l'entretien houleux qu'il y a eu à la Maison-Blanche, c'était suite à cette phrase qui était avancée par Zelensky que le temps est monté entre les différents protagonistes. Donc c'est ça le sujet aujourd'hui. En tout cas, maintenant, selon le communiqué, l'Ukraine est prête à signer à tout moment et sous toute forme qui lui conviendra. Donc, vous avez parlé des garanties de sécurité. Dans le cas de signature de cet accord, quelle garantie de sécurité pour l'Ukraine aujourd'hui? L'Ukraine n'en a aucune, à part le soutien européen, un soutien probable, mais encore une fois, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, on a fait beaucoup de promesses à l'Ukraine et à beaucoup de pays qu'on n'a pas respectés. À partir du moment où vous avez une nouvelle administration qui vient avec une nouvelle philosophie, avec une nouvelle manière de voir les choses, et ça, c'est assez déstabilisant pour le droit international. Qu'une administration américaine vienne et jette les accords de l'administration présidente à la poubelle, ça, c'est assez déstabilisant dans la relation internationale. Donc, aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas de garantie, à part un soutien militaire de l'Europe hypothétique, puisque l'Europe elle-même, il lui faut plusieurs années avant d'avoir une défense souveraine. Mais aujourd'hui, l'Ukraine n'a pratiquement pas de garantie. Pas de garantie. Et est-ce que ce gel, en tout cas, des livraisons d'armes, c'était une décision qui était attendue? Oui, c'était attendu de Donald Trump. On a parlé pendant sa campagne électorale et en fait, ce qui n'était pas attendu, c'est la rapidité avec laquelle il a exécuté cette menace. Mais la menace elle-même était attendue. Ce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, Donald Trump veut à tout prix fermer cette guerre en Ukraine au prix d'une reddition de l'Ukraine, parce que ce qu'on demande à l'Ukraine, il n'est ni plus ni moins d'une reddition. Vous imaginez 1 million de morts, 20% des territoires amputés,
une non-adhésion à l'OTAN, c'est définitif, après on se dit, mais pourquoi on a fait cette guerre? Donc, et là, c'est ce que demande Donald Trump. Il demande à Zelensky de se rendre à la Russie, ni plus ni moins. Justement, si on devait parler de l'Europe aujourd'hui, suite justement déjà à l'entretien de vendredi dernier, quelle réaction? Une Europe sous le choc? On a le sentiment d'une Europe qui se sent trahie par les États-Unis? En fait, la trahison n'est pas un langage qu'on utilise dans les relations internationales. L'Europe elle-même a trahi à plusieurs reprises, donc là n'est pas le sujet. Maintenant, il faut maintenant que les États-Unis s'enfoncent dans leur isolationnisme et veulent sortir des affaires de l'Europe pour se recentrer sur la Chine, l'Europe doit maintenant envisager de reconstruire une souveraineté militaire, elle qui a vécu pendant plus de 80 ans sous le parapluie militaire américain. Aujourd'hui, il est temps pour elle de se prendre en charge. Je pense que l'Europe le fera. Et ce que fait Donald Trump maintenant, il est en train de rendre un grand service à l'Europe, puisque maintenant c'est la thérapie de choc. Et l'Europe, elle a les moyens technologiques, elle a les moyens financiers, elle a les moyens humains, entre guillemets. Donc, il lui faudra peut-être une décennie pour avoir une défense européenne intégrée. Aujourd'hui, les différentes composantes existent. Il faut juste les intégrer dans un schéma cohérent global. Je pense que les Européens y arriveront. Et finalement, là, Donald Trump aura rendu le pire service aux Américains, c'est d'avoir abandonné une grande zone d'influence qu'est l'Europe et leur avoir donné leur indépendance, une indépendance qui était demandée par beaucoup d'Européens depuis longtemps. Maintenant, il a leur temps sur un plat en argent. Donc aujourd'hui, le sujet, vous avez un effet déstabilisation. L'Europe se sent déstabilisée parce qu'elle ne s'est pas préparée, mais bon, la nature ayant horreur du vide, finalement, ils finiront par se mettre d'accord sur des protocoles de défense. Et voilà, ils vont le mettre à exécution. Ce ne sont ni les moyens technologiques, ni les moyens financiers qui leur manquent. Une Europe qui essaie de parler en tout cas d'une voix unie. Il y a ce plan qui a été annoncé de 800 milliards d'euros pour soutenir justement l'Ukraine. Est-ce que c'est trop tard finalement? Est-ce que c'est ce que voulait Donald Trump, que les Européens dépensent un peu plus dans ce conflit? En fait, Donald Trump raisonne d'une manière assez comptable. Vous avez les moyens de vous défendre, payez pour votre défense. Or, ses prédécesseurs raisonnent de manière stratégique. Même si l'Europe a les moyens de se défendre, il faut qu'on organise sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Et donc, ils se sont employés depuis la Deuxième Guerre mondiale, à organiser cette dépendance et à la maintenir, à l'entretenir. D'ailleurs, même après l'effondrement de l'Union soviétique, l'OTAN n'avait plus aucune raison d'être, et pourtant, ils l'ont maintenu. Pourquoi? Parce que ça leur permettait de maintenir leur domination sur l'Europe qui était dépendante en la matière. Donc, effectivement, même si l'Europe ne dépensait pas beaucoup d'argent dans son armement, mais c'était voulu par les Américains parce que ça leur permettait d'avoir la main mise sur l'Europe. Aujourd'hui, Donald Trump a une autre manière de voir les choses, de manière purement financière. Donc, vous pouvez vous offrir votre défense payée, mais ce n'est pas comme ça que l'influence américaine a été bâtie. Au contraire, les prédécesseurs savaient que l'Europe pouvait se défendre, enfin, financièrement, pouvait payer pour leur défense, mais ils ont toujours organisé cette dépendance. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est un revirement géostratégique considérable où les États-Unis vont abandonner une autre carte et un autre levier d'influence dans le monde, surtout dans une région qui est très sensible. Et en pensant la lecture de Donald Trump des événements, c'est qu'il se dit, si j'arrive à m'aligner avec la Russie, je pourrais l'éloigner de la Chine, qui est pour moi la principale menace. Or, c'est un calcul qui porte bien des limites, puisque la Russie sait que l'un des points forts et qui lui a permis de tenir pendant l'embargo européen et américain sur l'ancienne administration, c'est justement son rapprochement avec la Chine. Donc, d'un côté, le président Trump pense qu'en rendant l'Ukraine à la Russie, il va la pousser loin de la Chine, mais finalement, c'est bien le contraire qui va se produire. Et Donald Trump risque de se retrouver dans une situation où il n'a ni les alliés européens, ni l'allié russe, et tout en s'aliénant, enfin le nouvel allié russe, tout en s'aliénant la Chine.
Au vu de la situation actuelle, est-ce qu'on peut dire que c'est Poutine qui ressort gagnant dans cette histoire? Clairement, clairement. Il ressort gagnant d'une manière qu'il n'espérait pas lui-même. D'abord, la guerre a commencé à coûter cher à la Russie, qui s'est engagée dans une économie de guerre et une économie de guerre qui ne pourrait pas soutenir pendant longtemps, même si nous avons des indicateurs économiques qui sont positifs, mais ce sont des indicateurs économiques d'une économie de guerre, mais qui finissent rapidement par atteindre leurs limites. Il y a une attrition humaine, il y a une partie de la Russie qui est en difficulté. Donc, Poutine ne pouvait pas continuer cette guerre d'une manière indéterminée. Et d'ailleurs, en certain moment, c'est lui qui appelait à la négociation. Maintenant, Donald Trump vient lui donner tout ce qu'il veut, vraiment tout ce qu'il veut sur un plateau en argent. En contrepartie, on ne sait pas quelle est la contrepartie que va récupérer Donald Trump, lui qui aime bien les deals. C'est qu'aujourd'hui, la Russie ne s'engage sur rien. Et donc, c'est ça ce qui est étonnant. C'est qu'aujourd'hui, OK, vous donnez tout ça à la Russie, qu'est-ce que vous attendez en contrepartie? Aujourd'hui, on ne sait pas, à part arrêter la guerre en Ukraine et faire quelques économies de l'aide américaine qui, je le précise, représente le tiers des aides fournies à l'Ukraine, et une bonne partie, c'était sous forme d'armement dont profitaient les industries américaines. Donc, on ne sait pas que va gagner Donald Trump d'un point de vue géostratégique. Surtout que lui, il veut se focaliser sur la Chine, mais la Russie n'a donné aucun engagement dans ce sens. D'accord. En tout cas, la suite des événements nous montrera en tout cas ce qui va advenir de cette guerre russo-ukrainienne. Peut-être qu'avec cette proposition de trêve dans les airs et en mer pourrait mener vers un cessez-le-feu et peut-être même une paix durable, on l'espère en tout cas. Merci Monsieur Nabil Adel pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes professeur en économie et en géopolitique à l'ESCA. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.